Bruno Waterfield, Times of London. Two questions, just very quickly. Firstly, Mr. Barnier, the minutes of the 12th of July Commission College have been published, and the discussions were rather gloomy on Article 50. And you noted that David Davis, quote, did not regard his direct involvement in these negotiations as his priority. These remarks were enlarged upon by the Commission President later on. Do you still hold that rather negative assessment of Mr. Davis? And on the financial settlement, there was something of a breakthrough before the July round when Britain acknowledged that it has obligations that will survive the UK's withdrawal because of concerns that the UK saw the financial settlement as an entrance fee into the single market. And I understand that now the lack of detail from Britain on those obligations that survive withdrawal is something of a sticking point. Can you give us a bit more about what you would like to see in terms of Britain fleshing out or explaining its obligations? D'abord, moi je connais David Davis depuis une vingtaine d'années, depuis le moment où nous avons été l'un et l'autre en même temps ministre des Affaires européennes, lui du Royaume-Uni et moi de la République française. C'était en 95 et 96, au moment où nous avons l'un et l'autre contribué à la préparation du traité d'Amsterdam. Et j'ai toujours eu, et j'ai toujours avec lui, une relation cordiale et professionnelle. J'ajouterai une chose sur la question que vous posez, et je vous le dis d'ailleurs en confiance avec Jean-Claude Juncker, et ce mot de confiance entre lui et moi est un mot solide et sincère. Une chose que j'ai d'ailleurs dite, mesdames et messieurs, devant vous, il y a 7 jours exactement, à cette heure-ci, au terme du 3e round de négociations, et David Davis était là. J'ai rendu hommage au professionnalisme, à la compétence de toute l'équipe britannique. De toute l'équipe britannique. Et je n'ai rien à ajouter sur ce point. Okay. Thank you. Non, peut-être on va éviter les émotions. Juste un mot sur une question qui n'est pas une question d'émotion, mais de base juridique et de faits et de chiffres, qui est la question financière. Si vous me permettez d'ajouter un mot sur cette question, qui est extrêmement importante pour les 27 gouvernements et pour le Parlement. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'en 2013, les chefs d'État se sont mis et de gouvernement d'accord sur un cadre pluriannuel pour 7 ans qui fixe les politiques et toutes les dépenses et leur mode de financement. Cet accord a été signé par le Premier ministre du Royaume-Uni, M. Cameron. Nous travaillons avec un système de ressources collectées au niveau de chaque État membre. Et ce système a été ratifié par chaque Parlement national, y compris le Parlement britannique. Chaque euro dépensé a donc une base légale spécifique. Et si vous voulez bien relire notre position paper sur le Financial Settlement, vous y trouverez de manière détaillée, ligne par ligne, toutes les bases juridiques correspondantes à chacun des postes de dépenses sur les 7 années en question, plus d'autres sujets d'engagement mutuel à moyen ou long terme. Et notre analyse juridique, celle du service juridique du Conseil européen, celle de la Commission, est que toute décision prise à 28 doit être honorée à 28. C'est simple. Selon la clé résultant du système des ressources propres, et cela vaut aussi si les paiements relatifs à une décision prise avant le Brexit ne s'effectuent qu'après le retrait du Royaume-Uni. J'ai été commissaire pendant 5 ans
chargé des fonds structurels, enfin d'une partie des fonds structurels et de la politique régionale. Et j'ai vu, aussi bien au Royaume-Uni que dans les 27 autres pays, à l'époque nous étions moins nombreux d'ailleurs, des paiements qui interviennent sur des projets pour des universités, pour des infrastructures routières de transport, des paiements qui interviennent souvent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après la fin de la période pluriannuelle du budget européen. Mesdames, Messieurs, il y a des milliers de personnes, d'acteurs, de stakeholders, d'entreprises, de citoyens, d'universités, de laboratoires qui ont engagé leurs propres projets en fonction de la parole donnée par les 28. Et donc il y a quelque part un problème moral, comme le disait David Davis, qui est qu'on ne va pas accepter de payer à 27 ce qui a été décidé à 28, mais du point de vue juridique, de manière incontestable pour nous, ce qui a été décidé à 28 doit être assumé à 28 jusqu'au bout. Et c'est aussi simple que ça, et voilà pourquoi, je réponds maintenant à votre question précise, j'ai été très déçu de la position britannique telle qu'elle est exprimée la semaine dernière, parce qu'elle m'a paru en retrait par rapport à l'engagement annoncé début juillet par le Royaume-Uni d'honorer ses engagements internationaux, y compris pour ceux qui courraient après la date du Brexit. Et au-delà de tout ça, mesdames et messieurs, il y a, je le redis, un problème de confiance. Ce qui est en cause, c'est la solidité, la qualité, la crédibilité de la signature des 28 pays qui participent à cette construction financière du budget européen. Et nous avons besoin, pour construire la relation future, d'une base de confiance. Et voilà pourquoi, je redis calmement, simplement, il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'exit bill, il n'y a pas de revanche. Jamais dans mon esprit il y aura un tel état d'esprit. Jamais. Il y a simplement la nécessité, pour avoir la confiance, de solder les comptes sur une base rigoureuse, légale et objective. Ni plus ni moins. Okay. Let's go back to the Irish context. Yes, please. Paddy Smith, Irish Times. In what you've said, you referred again to one of the 3 priorities in the Irish discussion as no return to a hard border. And you talked then later about how the Commission is making clear its view of what sufficient progress in these discussions would mean. Are you suggesting that we have to see progress on that particular strand of the talks? Because my understanding had been up till now that everybody saw the border issue as an issue for the second phase future relationship talks. Mais vous avez bien compris, et je n'ai pas dit autre chose. Nous devons aller jusqu'au bout de l'explication et d'une position commune avec les Britanniques sur ce que représente, 1, le Good Friday Agreement, 2, les conditions du Common Travel Area. Et vous savez bien que ce n'est pas d'abord ou seulement une question de frontières ou une question économique. Dans le Good Friday Agreement, il y a à peu près une douzaine de sujets d'engagement qui vont de l'éducation à la santé publique, la sécurité sanitaire, de coopération entre les 2 parties. Et un Good Friday Agreement dont le Royaume-Uni est le co-garant. Donc nous allons au bout. Et nous avons fait des progrès, je l'ai dit moi-même ici, à cette tribune. La discussion a été fructueuse. Elle n'est pas terminée. Et nous allons aller au bout de cette point d'accord entre nous sur toutes les conditions politiques. Et le moment viendra dans un second temps, et c'est ça que je considère comme des progrès suffisants de mon point de vue, s'agissant de l'Irlande, en bonne intelligence avec le gouvernement d'Irlande. Et le moment viendra dans un deuxième temps, lorsqu'on sera dans la deuxième partie de finalisation de l'accord et du nouveau traité avec le Royaume-Uni, de détailler les solutions techniques. Et là, sur ce point, j'attends des propositions concrètes du Royaume-Uni qui a une responsabilité. Je me permets de rappeler que toute cette situation est créée par la décision souveraine du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, de quitter le marché unique et de quitter l'union douanière. Et donc, en tant que co-garant du Good Friday Agreement, et nous avons reçu
de ce point de vue-là des garanties du gouvernement britannique qu'il prendrait des engagements pour que ce Good Friday Agreement soit respecté. Nous attendons sa participation par des propositions également concrètes et techniques, et nous les étudierons le moment venu. Mais aujourd'hui, dans ce papier cadre, vous avez la description, si nous allons au bout de ces discussions qui sont inscrites dans ce papier, de ce que représente pour nous des progrès suffisants sur la question irlandaise. Then I had Jennifer. Thank you. Mr. Barnier, I'd like to ask you about the leaked UK Home Office memo which set out the post-Brexit immigration policy, in particular ending free movement after Brexit and UK rules on family reunification. If this policy were adopted, what do you think it would mean for a transition deal? Does this mean no European Economic Area type transition? And secondly, do you have concerns about the status of EU nationals? D'abord, s'agissant de la période de transition que vous évoquez, j'en ai moi-même dit un mot. Je vois que le débat évolue ou se développe sur ce sujet au Royaume-Uni, et je suis ce débat avec beaucoup d'attention, y compris ce qui se dit à la Chambre des communes en ce moment même, aujourd'hui même. Mais nous attendons que le Royaume-Uni nous dise ce qu'il souhaite. Et nous indiquerons de notre côté ce qui nous paraît possible et acceptable dans le respect, évidemment, de l'intégrité et des règles de fonctionnement du marché intérieur dans toutes ses dimensions. Mais nous sommes ouverts et nous attendons. Mais je ne vais pas faire d'autres commentaires sur les fuites que vous évoquez. Moi, j'ai dit que je voulais travailler sérieusement. J'ai même appelé nos partenaires à ce qu'on puisse ensemble négocier sérieusement. Et pour être sérieux, je veux travailler sur des documents officiels, très franchement, et pas sur des rumeurs ou des fuites. Let's move on. Then I had Damien here. Mr. Barnier, Damien Grammaticus from BBC. Can I just go back to your comments in the minutes of the meeting in July? I understand your point about the professionalism of the UK team, but the point you were making in those minutes was about the availability of David Davis, saying he did not regard his direct involvement as a priority. In the last round of negotiations, he was here on the Monday, I think, or the Tuesday, and back on the Thursday morning. Is that a problem for you that he isn't there through the whole thing? And could you clarify that, please? Mais, excusez-moi, il n'y a pas de surprise sur ce sujet. Nous avons des attitudes parallèles. Il vient ici parce que les négociations se passent ici, comme c'est normal. C'est le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne et pas le contraire. Nous nous retrouvons pour lancer le round chaque mois, peut-être un peu plus souvent. Je suis prêt à d'ailleurs accélérer le rythme des réunions et des rounds de négociations. Nous nous retrouvons au début pour lancer ce round et nous en faisons la conclusion ensemble. Et moi-même, je ne participe pas à toutes les réunions qui ont lieu avec mes équipes et les équipes britanniques. Donc je n'ai pas d'observation complémentaire, mais son attitude est logique. Elle est la même que la mienne. Et en tout cas, j'ai peu de dire que ce qui me concerne, et je sais que c'est aussi son cas, par nos représentants, moi-même par mon adjointe et par tous les chefs du côté européen de la discussion dans les différents panels, comme lui-même avec Ollie Robbins et les différents responsables du Trésor, du Foreign Affairs, est informé en permanence, quotidiennement. Moi, je suis informé toutes les heures ou toutes les 2 heures, comme chef de la négociation, de ce qui se passe dans les panels, et je suis sûr que c'est aussi son cas. Jim Brunsden. Jim Brunsden from the Financial Times down here. It's a follow-up to Jennifer's question in a way. Apparently David Davis, your friend of 20 years standing, Mr. Barnier, going back to the 1990s, said today that he did raise the issue of a transition with you briefly during the last round of negotiations. So is it possible to know what you and he discussed on the transition period? Thank you.
Il est exact qu'il a évoqué cette question brièvement. Mais il m'a dit qu'il y aurait sans doute à parler d'une période de transition. Point. Mais il est exact qu'il m'en a parlé pour la première fois. Et maintenant, nous attendons, je vous l'ai dit avec beaucoup de clarté tout à l'heure, sur ce sujet, comme sur les sujets du orderly withdrawal, des propositions ou des demandes précises du gouvernement du Royaume-Uni. Nous les examinerons. David. Center right. Thanks, Margaritas. David Herzenhorn with Politico. Two questions, please, Mr. Barnier. First, there's been some talk on the British side of entering a phase of continuous negotiation. Have they formally proposed that to you, and is that something that you envision would happen? And then second, if we can go back, please, to the mandate you received and the detailed negotiating directives, there was a very specific reference to preparing for the possibility of no deal. And I wonder if you could tell us a little bit about what the EU is doing in that regard. Is that your task force that's preparing for the eventuality, the possibility of no deal, or is that something happening elsewhere, or is nothing happening yet on that front? Thank you. La task force que j'ai l'honneur de diriger depuis un peu moins d'un an, qui est composée d'une équipe extrêmement compétente, qui travaille en liaison directe et en confiance grâce au soutien du président Juncker avec l'ensemble des services de la Commission européenne. Et c'est important parce que ce sont ces services-là qui gèrent, et qui gèrent bien toutes les politiques européennes, et d'abord, évidemment, les politiques que le Royaume-Uni veut quitter, ou a décidé de quitter. Cette task force s'occupe de tous les sujets et travaille sur toutes les options. Toutes les options. Et j'ai dit moi-même dans un discours devant le Comité économique et social européen que cette option qui n'est pas la mienne, qui n'a jamais été la mienne, du no deal, que j'entends dans le débat britannique, doit être, puisque les Britanniques en parlent, prise au sérieux. Mais ce n'est pas la mienne. Moi, je travaille pour trouver un accord. Je vous le dis très sincèrement. Mais cet accord ne se fera pas en diluant ou en affaiblissant le marché intérieur. Jamais. Il se fera dans le respect de ce que nous sommes. Et les Britanniques connaissent bien ce que nous sommes, puisque, comme je vous l'ai dit, ils y ont participé depuis 44 ans. Sur le rythme des négociations, l'unité des Européens, qui est solide, qui est réelle, elle est construite en continu. J'ai un travail avec mon équipe de concertation, de dialogue, presque tous les jours avec les États membres, avec le groupe de travail du Conseil, avec les représentants des premiers ministres, avec les ministres qui viennent à Bruxelles, avec ceux que je rencontre dans les capitales. J'ai un travail continu de dialogue avec le Parlement européen. Je redis que personne ne doit sous-estimer le rôle du Parlement européen dans ce processus. Et j'ai besoin d'un peu de temps, avant chaque round et après chaque round, pour faire ce travail de dialogue et de concertation et pour rendre compte. J'imagine d'ailleurs que du côté britannique, il y a aussi des comptes rendus à faire aux différents ministres, à la Chambre des Lords, à la House of Commons, aux stakeholders. Donc, on ne peut pas être tous les jours en négociation, sinon on ne ferait pas un travail sérieux. Néanmoins, compte tenu du temps qui passe, et ce temps est celui de la négociation qui doit aboutir à l'automne 2018 sur un nouveau traité, puisqu'il faudra garder le temps de la ratification et avec l'échéance incontournable que le Royaume-Uni sera devenu un État tiers le 29 mars 2019 à minuit. Compte tenu du temps qui passe, et ce temps qui passe m'inquiète, je suis prêt à accélérer, à intensifier le rythme des négociations, évidemment. Comme nous sommes prêts toujours à adapter le calendrier, mais s'il faut accélérer et intensifier le rythme des négociations, nous sommes prêts du côté européen. We still have time for two questions, but I really ask you to concentrate on issues not covered, right? So think before. Okay, Catherine.
Catherine Fiore, EU reporter. It's interesting that very few British journalists here have asked on the question of one of your main papers here, the Irish border question. Do you think there's a general complacency from your British interlocutors and in the media about the situation in Northern Ireland? And do you think that the Good Friday Agreement is taken more for granted in the UK than it is in the EU 27? And Minister Davies described, when asked about Northern Ireland by the Select Committee in the House of Commons, he said, everything will be fine because Monsieur Barnier has an emotional commitment to Northern Ireland. Can I ask you, how would you describe David Davis's commitment and the UK government's commitment to Northern Ireland? Thank you. Moi, j'ai une attention personnelle et politique à cette situation. Et dans cette situation, j'ai une attention personnelle et politique, dans la fonction qui est la mienne, à l'engagement et à la responsabilité. J'ai utilisé 3 fois ce mot tout à l'heure, qui est la nôtre, qui est la mienne, de l'Union européenne. Parce que ce Good Friday Agreement et le Common Travel Area et le dialogue qui s'est établi, l'Europe l'a encouragé. Je vous ai dit déjà une fois, je ne sais pas si on peut parler d'émotion, en tout cas moi c'est un souvenir très fort que j'ai de cette rencontre le même jour avec les 2 prix Nobel, David Trumbull et John Hume, qui m'ont dit l'importance, tous les deux à 2 moments différents, avec des mots différents, mais dans la même journée, l'importance qu'avait eu pour eux dans le dialogue qu'ils avaient établi pour se mettre autour de la même table du soutien de Bruxelles, plus que du soutien de Londres, de Dublin ou de Belfast. Voilà. Et donc nous avons cette responsabilité. Mais le Royaume-Uni a aussi une responsabilité. Et il l'a reconnu, il est co-garant du Good Friday Agreement et je ne vais pas faire d'autres commentaires. Nous attendons maintenant qu'au titre et au nom de cette co-responsabilité, et parce qu'il crée lui-même la situation dans laquelle nous sommes, en sortant du marché unique et en sortant de l'union douanière, il apporte, le moment venu, une partie des solutions. Les solutions ne peuvent pas toutes venir de l'Union européenne. Voilà. Donc nous attendons, je l'ai dit tout à l'heure précisément, relisez ce que j'ai dit dans mon premier statement tout à l'heure, des propositions qui expriment et qui traduisent cette co-responsabilité. Oui, s'il vous plaît. Ouais. Alors, faisons Bloomberg et puis Eureka. Nico. Nikos Solaras from Bloomberg News. Mr. Barnier, do you describe a situation of stalemate over disagreements in several areas, Ireland, the financial settlement? We're eagerly expecting a speech at the end of this month from Prime Minister Theresa May. Do you have any particular expectations from this speech? Is there something that you would like to hear that would break this stalemate? And if the deadlock continues in technical talks, in these plenary talks, do you see room for a political negotiation in next month's summit? Could the stalemate be bypassed somehow through a political negotiation between Ms. May herself and the EU leaders? Sur la question de l'Irlande, il n'y a pas un blocage. Je n'ai jamais utilisé ce mot. Il y a même eu une discussion fructueuse au cours du 3e round, et nous allons poursuivre cette discussion, mais nous ne sommes pas encore au point d'atteindre ce que j'ai décrit dans cette note, en accord avec les États membres et en ligne avec le Parlement européen, comme les progrès suffisants dont nous avons besoin sur l'appréciation commune que nous faisons de ce que représente le Good Friday Agreement et le Common Travel Area et des responsabilités que nous devons assumer les uns et les autres pour respecter ces 2 accords et pour ne pas reconstruire une frontière dure.
Il n'y a pas de blocage, il y a simplement des progrès insuffisants. La situation est plus sérieuse sur la question financière, hein, qui est très importante pour les États membres, au nom des engagements que nous avons pris à 28 et que nous n'assumerons pas à 27. Ça ne serait pas juste. Et donc, de ce point de vue-là, nous attendons effectivement que le gouvernement britannique veuille bien réexaminer l'analyse juridique qu'il a présentée l'autre jour et qui, pour nous, est extrêmement négative pour le succès de cette négociation. Et qui fait que, au moment où je vous parle, si je relis bien les guidelines qui sont le mandat très clair que je suis scrupuleusement et que je dois respecter au nom des 27, le compte n'y est pas, si je puis dire. Le compte n'y est pas pour constater des progrès suffisants. Nous sommes le 15 septembre, nous avons encore quelques jours, il y a ce discours important que Theresa May doit prononcer, il y a d'autres échéances politiques que je connais au Royaume-Uni, mais nous attendons des progrès, et nous sommes sérieux. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais les chefs d'État et de gouvernement ont choisi un négociateur qui vous parle en ce moment, en toute responsabilité. Et c'est avec ce négociateur et personne d'autre que les choses doivent progresser. Et moi, je rends compte à ceux qui m'ont donné un mandat, c'est-à-dire les 27 chefs d'État et de gouvernement, et je rencontre au Parlement européen. Okay. Je répète pour que les choses soient claires, Margaritis, tous ceux qui essayeraient de chercher la moindre différence entre ce que veulent et ce que pensent les 27 chefs d'État et de gouvernement et ce que je fais en leur nom, tout cela perd du temps. Et ce temps perdu, c'est le temps de la négociation. Crystal clear. Espérons pour une question en français en donnant la parole à Jurek, quand même. Ouais. Après 40 minutes. J'ai le sens de la contradiction, je pourrais la poser en anglais, mais je suis ici, Monsieur Barnier, bonjour. Vous nous rappelez souvent ici, dans d'autres enceintes aussi, où je vous ai entendu, les différentes fonctions importantes que vous avez occupées dans votre carrière longue, mais vous le rappelez chaque fois parce que ça concerne des dossiers justement dont vous vous occupez. Ma question est simplement, est-ce que vous considérez que votre fonction actuelle est votre dernière grande mission publique ou est-ce que vous envisagez encore, après cette carrière bien remplie, d'autres fonctions? Si la réponse est oui, est-ce que ça pourrait être, ce serait logique, une fonction européenne? Merci. D'abord, je ne me crois pas avoir pris trop de temps ici pour rappeler ce que j'ai fait dans le passé. Hein. J'ai rappelé que j'étais montagnard, que j'aimais la randonnée en montagne. Je pourrais même vous montrer le bâton de randonnée que j'ai offert à David Davis, hein, que j'ai gardé le même dans mon bureau, pour essayer le plus tôt possible de cheminer ensemble dans la même randonnée, peut-être aussi avec Theresa May, qui aime beaucoup la montagne. Ce sont des qualités que je respecte et que j'apprécie. Mais je ne crois pas avoir perdu trop de temps à vous expliquer ce que vous savez. Bon. Pour le reste, je suis totalement concentré, 100% de mon énergie, sur la mission qui m'a été confiée par le président Juncker et par les dirigeants européens. 100% de mon temps, je ne pense qu'à ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci.